Mon mari m'a trompé avec ma sœur pendant des années, alors j'ai attendu le jour de son mariage pour exposer leurs secrets et briser leur monde parfait. Je m'appelle Chloé. J'ai 31 ans. Et il y a 6 mois, ma vie s'est littéralement effondrée. J'ai découvert que mon mari depuis 7 ans, Julien, avait une liaison avec ma petite sœur, Camille. Oui, vous avez bien lu. Ma sœur. Cela me semble encore irréel, même en l'écrivant. En y repensant aujourd'hui, je suppose qu'il y avait des signes que je ne voulais tout simplement pas voir. Julien et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il était charmant, drôle, et c'était l'une de ces personnes capables d'illuminer une pièce. Nous nous sommes mariés quelques années après l'obtention de nos diplômes, et les choses allaient bien, du moins pendant un temps. Nos vies n'étaient pas super excitantes ou quoi que ce soit de ce genre. Nous travaillions tous les deux à temps plein. Il est dans le marketing et je suis graphiste, et nous passions la plupart de nos soirées à la maison à regarder la télé ou à cuisiner ensemble. Les week-ends étaient réservés aux courses ou à de petites excursions d'une journée. Rien de fantaisiste, juste le genre de vie que je pensais que nous voulions tous les deux. Camille et moi avions toujours été très proches. C'est la personne pétillante et extravertie de la famille, le genre de fille capable de se lier d'amitié avec un inconnu en 5 minutes. En grandissant, elle était comme mon ombre, me suivant partout, et à l'âge adulte, j'avais l'impression que nous étions plus des meilleures amies que de simples sœurs. Elle est organisatrice de mariage, ce qui correspond parfaitement à sa personnalité. Elle a toujours su faire en sorte que les gens se sentent spéciaux et que tout se déroule sans accroc. Quand Julien et moi nous sommes mariés, elle a aidé à organiser notre cérémonie, et j'étais tellement reconnaissante de l'avoir à mes côtés. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me trahirait de cette façon. Il y avait certainement des signes que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Cela a commencé par de petits changements dans le comportement de Julien que j'ai d'abord ignorés. Il a commencé à travailler tard plus souvent, prétextant qu'il avait de gros projets à terminer. Il avait toujours été très occupé par son travail, mais là, j'avais l'impression qu'il faisait des heures supplémentaires chaque semaine. Quand je lui posais des questions, il répondait quelque chose comme « Tu sais ce que c'est. Les clients sont exigeants. » Et je le croyais, car pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Ensuite, il y a eu son téléphone. Julien a toujours été un peu protecteur avec ses appareils, mais c'est devenu bizarre. Il a commencé à garder son téléphone face contre table en permanence et à l'emporter partout avec lui, même aux toilettes. Une fois, je lui ai demandé en plaisantant, « C'est quoi tous ces secrets? Tu caches des secrets d'État ou quoi ?» Il a ri et a balayé ça d'un revers de main en disant, « Je ne veux juste pas qu'il serait. » Ça n'avait même pas de sens, mais j'ai laissé couler. Les changements ne se sont pas arrêtés là. Il a commencé à faire beaucoup plus attention à son apparence. Julien n'a jamais été du genre à se soucier de son look. C'est le genre de gars qui enfile ce qui est propre sans y réfléchir à 2 fois. Mais soudain, il achetait de nouveaux vêtements, essayait des produits de soins pour la peau, et allait même faire son jogging matinal. Il prétendait vouloir être en meilleure santé, mais ça sonnait faux. Ce n'était pas son genre. Camille a été la personne vers qui je me suis tourné quand j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je lui ai parlé de la distance que Julien prenait et du fait que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose entre nous. Elle me rassurait toujours. « Ne te prends pas la tête, Chloé, » disait-elle. Tous les couples traversent ce genre de phase. Je la croyais parce qu'elle était ma sœur et qu'elle savait toujours trouver les mots justes. Je l'avoue, j'ai commencé à beaucoup douter de moi pendant cette période. Est-ce que je m'imaginais des choses? Étais-je trop sensible? C'est difficile à expliquer, mais quand on se trouve dans une telle situation, on commence à douter de son propre instinct. Je ne voulais pas être la femme paranoïaque qui tire des conclusions hâtives pour un oui ou pour un non. Alors, j'ai essayé de refouler ces sentiments. Et puis il y a eu ce soir où je suis entré dans la cuisine et où je l'ai trouvé en train de taper quelque chose sur son téléphone, souriant à l'écran. Quand il m'a vu, il a immédiatement posé le téléphone et a dit « Hey, quoi de neuf ?» comme si de rien n'était. Une autre fois, il a annulé nos projets pour notre soirée en amoureux, disant qu'il devait aller à une réunion d'urgence avec un client. J'avais passé des heures à me préparer, allant même jusqu'à me maquiller et à mettre une robe, ce que je ne fais pas d'habitude. Quand il a appelé pour annuler, j'ai essayé d'avoir l'air compréhensive, mais à l'intérieur j'étais anéanti. J'avais l'impression de ne plus compter. Le pire, c'est que Camille le soutenait toujours.
Elle me disait que je réfléchissais trop ou que je devais être plus compréhensif vis-à-vis de son travail. Je me souviens lui avoir dit une fois, j'ai juste l'impression que quelque chose cloche avec lui ces derniers temps. Et elle m'a répondu, tu interprètes trop les choses, Chloé. Il t'aime. Vous êtes super tous les deux. Entendre cela de sa part me calmait toujours, même si au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. C'est fou d'y repenser maintenant, mais il y a eu des moments où je me suis vraiment senti coupable de douter de lui. Je me disais que j'étais peut-être injuste. Que j'étais peut-être juste stressé et que ça affectait ma façon de voir les choses. Je suppose que c'est ce qui rend toute cette histoire si douloureuse. Je leur faisais totalement confiance à tous les deux. Je n'aurais jamais cru, pas même dans 1 million d'années, que ma sœur, la personne qui avait été là pour moi à travers toutes les épreuves, et mon mari, l'homme avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie, me trahirait ainsi. Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas creusé plus tôt. Peut-être que je ne voulais pas connaître la vérité. Peut-être que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé des mois à avancer avec ce sentiment de malaise, essayant de me convaincre que tout allait bien alors que c'était tout le contraire. Puis, après des mois à ignorer mon instinct, quelque chose s'est finalement brisé. Ce n'a pas été un grand moment ou une confrontation dramatique. C'était plutôt une lente accumulation de petites choses que je ne pouvais plus ignorer. J'avais commencé à remarquer à quelle fréquence le téléphone de Julien s'illuminait avec des notifications à des heures indues. Mais c'est un soir précis que j'ai décidé d'arrêter de douter de moi. Nous étions assis sur le canapé à regarder une série. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait car j'étais distraite tout le temps. Julien avait son téléphone à la main comme d'habitude, et j'ai remarqué qu'il souriait à propos de quelque chose. Ce n'était pas un sourire normal, cependant. C'était ce regard doux, presque affectueux. J'ai demandé, qu'est-ce qui est si drôle, en essayant de garder un ton léger, mais il a immédiatement verrouillé l'écran et a dit, oh, rien. Juste un truc de boulot débile. Cette réponse ne m'a pas convaincu. Les SMS de travail ne font généralement pas sourire comme ça. J'ai laissé couler sur le moment car je ne voulais pas déclencher de dispute. Mais c'est là que j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à ignorer tout ça. J'avais besoin de savoir ce qui se passait vraiment. Ce soir-là, après que Julien soit allé se coucher, je suis restée assise dans le salon, l'esprit en ébullition. Je n'arrêtais pas de penser à son comportement, à la distance qu'il avait prise dernièrement, et à la façon dont Camille semblait toujours balayer mes inquiétudes chaque fois que je lui en parlais. J'avais l'estomac noué parce qu'une partie de moi savait déjà ce que j'allais trouver. Je ne voulais tout simplement pas y croire. Je me suis souvenu de quelque chose que Julien et moi avions fait quelques années auparavant lorsque nous configurions un nouveau téléphone pour lui. Nous avions lié nos identifiants Apple par commodité pour pouvoir partager des applications, de la musique, ce genre de choses. Je n'y avais pas pensé depuis des années, mais assise là, sur le canapé, ça m'a frappé. Je pouvais toujours utiliser ce lien pour vérifier son activité. J'ai attrapé mon téléphone. J'avais besoin de réponses. J'ai ouvert les paramètres et j'ai reconnecté son compte à mon téléphone. La première chose que j'ai vue, ce sont ses e-messages. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je faisais défiler ses conversations récentes. Et c'était là, une conversation avec Camille. Au début, ça semblait innocent. Beaucoup de courts messages sur des histoires de famille, l'organisation de dîners, et des bavardages en général. Mais en remontant plus loin, le ton a changé. Il y avait des blagues d'initiés que je ne comprenais pas, des textos de bonne nuit tardifs. J'ai continué à faire défiler, me sentant de plus en plus malade à chaque message que je lisais. Et puis j'ai vu une photo. Ce n'était rien d'explicite, mais c'était une photo de Camille portant un pull que j'ai reconnu. C'était le pull de Julien, celui qu'il portait tout le temps à la maison. La légende disait, je te l'ai volé. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai fixé cette photo pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je ne savais même pas comment assimiler ça. J'avais envie de le réveiller sur le champ, de lui hurler dessus, d'exiger des explications, mais quelque chose m'a arrêté. Je crois que c'était la prise de conscience que ce n'était pas juste un dérapage d'un soir. S'ils étaient aussi à l'aise, aussi désinvoltes à ce sujet, cela devait être plus profond que je ne le pensais. Au lieu de le confronter, j'ai décidé de creuser davantage. Je savais que si je voulais toute l'histoire, je devais être intelligente.
J'ai commencé à fouiller dans ces autres applications. C'est là que j'ai trouvé leur discussion sur WhatsApp. Contrairement aux e-messages, celle-ci n'était pas du tout banale. C'était de longues conversations détaillées, des projets de rencontres, des discussions sur la façon de nous cacher les choses, à moi ainsi qu'à Maxime, le fiancé de Camille. Il plaisantait même sur le fait que j'étais trop confiante. Un message en particulier m'a marqué. Il venait de Camille, et il disait « Elle finit tard demain, n'est-ce pas? Tu peux venir à la maison à ce moment-là. Je te préparerai ton plat préféré. » J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ma propre sœur, quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle, orchestrait tout cela dans mon dos. J'ai pris des captures d'écran de tout et je me les suis envoyées. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de lui, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai continué à vérifier ces messages, observant leurs conversations se dérouler en temps réel. C'était comme vivre un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Ils n'essayaient même pas d'être prudents. Il y avait des messages sur des hôtels où ils avaient séjourné, des dîners qu'ils avaient partagés, et même des blagues sur le fait que Maxime et moi étions tellement naïfs. Une fois, Camille a envoyé une photo de la lingerie qu'elle avait achetée et a dit « J'ai hâte de porter ça la prochaine fois que je te verrai. » Julien a répondu « Tu es magnifique dedans. » C'était comme s'ils vivaient dans leur propre petit monde, complètement détachés de la réalité de ce qu'ils nous faisaient subir, à Maxime et à moi. Le plus dur, c'était de faire semblant que tout était normal. Pendant que je rassemblais toutes ces preuves, je devais encore aller au dîner de famille, sourire à Camille et jouer la femme aimante pour Julien. Chaque fois que je les regardais, j'avais l'impression que j'allais exploser. Je surprenais de petits détails, comme la façon dont Camille touchait le bras de Julien quand elle riait, ou comment ils échangeaient des regards furtifs quand ils pensaient que personne ne les regardait. Je ne sais pas comment je n'ai pas craqué sur le champ. Un soir, pendant que Julien était sous la douche, j'ai synchronisé son calendrier sur mon téléphone. C'est là que j'ai découvert toutes les fois où il s'était vu à mon insu. Réunions clients, séances de sport, événements professionnels. Tout cela était un code pour qu'ils se voient en cachette. Ils avaient même des jours spécifiques marqués où ils avaient prévu des week-ends entiers ensemble. Je sentais que je perdais pied. Comment avait-il pu faire ça pendant si longtemps sans que je ne m'en aperçoive? Comment avais-je pu être si aveugle? Mais au lieu de les confronter, j'ai gardé le silence. Il m'en fallait plus. Pour l'instant, je dirais juste que de les regarder agir comme si de rien n'était, comme s'ils ne trahissaient pas deux personnes qui leur faisaient confiance, a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à endurer. Écrire ceci est en quelque sorte cathartique. Je posterai la suite bientôt, mais merci de m'avoir lu si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je veux vous parler d'un événement qui s'est produit un peu avant que tout n'éclate au grand jour. Ce fut l'un de ces moments où j'ai dû me contenir, même si la trahison me sautait aux yeux. C'était tellement surréaliste que ça me met encore en colère d'y repenser. Camille, en tant que personnalité très mondaine qu'elle est, avait organisé une course caritative en ville. C'était un projet sur lequel elle travaillait depuis des mois, et les bénéfices allaient à un hôpital local pour enfants. Elle n'avait pas arrêté d'en parler. Et puisque c'était pour une bonne cause, j'ai décidé d'y participer. Julien était aussi bizarrement enthousiaste, ce qui m'a semblé étrange parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas le genre de gars à se lever tôt pour courir pour une œuvre de charité. Mais il s'est inscrit et a dit que ce serait une bonne façon de passer du temps ensemble, en famille. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais probablement trouvé ça adorable. Le jour de l'événement était ensoleillé et chaud, et il y avait du monde partout, des familles, des couples, des enfants avec le visage maquillé. Camille était dans son élément, courant partout avec son t-shirt d'organisatrice, tenant un porte-bloc et s'assurant que tout se passait bien. Elle avait l'air si normale, comme la parfaite petite sœur pétillante que tout le monde adorait. La regarder plaisanter avec les bénévoles et faire des discours émouvants me donnait envie de hurler. Comment pouvait-elle être aussi hypocrite? Julien, bien sûr, était juste à ses côtés, l'aidant à monter des tentes et distribuant des bouteilles d'eau comme s'il était Monsieur Charité en personne. Je voulais croire que c'était juste parce qu'il la soutenait, mais j'en savais plus. Chaque fois qu'il parlait à Camille, il baissait légèrement la voix, ou ils échangeaient ces petits regards rapides quand ils pensaient que personne ne les observait. C'était subtil, mais une fois que vous êtes au courant de quelque chose, vous ne pouvez plus l'ignorer. La course en elle-même faisait 5 kilomètres, et comme je ne suis pas une grande sportive, je suis resté vers l'arrière du peloton.
Julien et Camille, en revanche, sont partis comme s'ils participaient à un sprint vers la ligne d'arrivée. Je les ai gardés à l'œil de loin, et bien sûr, ils sont restés proches l'un de l'autre tout le temps. À un moment donné, j'ai vu Camille rire de quelque chose que Julien avait dit, et elle a poussé son bras d'un air taquin. C'était le genre de choses qu'on s'attendrait à voir chez un couple, pas chez un beau-frère et sa belle-sœur. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est leur manque total de discrétion. Ils ne semblaient même pas s'inquiéter de l'image que cela pouvait renvoyer aux autres. Pour eux, c'était juste un jour de plus dans leur petit monde secret. Pendant ce temps, j'étais coincé dans ce cauchemar surréaliste, souriant et faisant semblant que tout allait bien. Après la course, il y a eu une petite cérémonie de clôture où Camille a remis des prix aux coureurs les plus rapides et à ceux qui avaient récolté le plus de dons. Elle est même montée sur scène pour faire un bref discours sur combien elle était fière de la communauté pour s'être rassemblée. Cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien de ma famille et de mes amis, a-t-elle dit en jetant un regard vers Julien. Mon estomac s'est retourné. Comment osait-elle se tenir là et agir comme si elle était un exemple brillant de bonté alors qu'elle fricotait dans mon dos depuis des années? Pendant que les gens commençaient à se rassembler pour des photos de groupe, je suis resté en retrait et j'ai sorti mon téléphone. À ce stade, j'avais pris l'habitude de vérifier les messages WhatsApp synchronisés de Julien et Camille dès que je le pouvais. J'ai fait défiler leur conversation du matin même et j'ai senti mon sang bouillir. Camille, prête pour aujourd'hui? J'ai hâte de te voir dans ta tenue de sport. Julien, n'importe quoi pour toi. Je resterai près de toi pour qu'on se motive mutuellement. Il y avait aussi d'autres messages. Des choses comme « Tu es incroyable d'avoir organisé ça. Je suis tellement fier de toi, on se retrouve près du point d'eau après la course. » C'était comme s'ils ne pouvaient pas passer quelques heures sans nourrir leurs petits fantasmes. J'avais envie de hurler. J'avais envie d'arracher le microphone des mains de Camille et de dire la vérité à tout le monde là, tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Je savais que ce n'était pas le bon moment, et je n'étais pas encore prête. Alors à la place, j'ai remis mon téléphone dans ma poche, j'ai affiché un faux sourire et j'ai rejoint le groupe pour les photos. Camille m'a prise dans ses bras pour l'une des photos, et je ne pouvais penser qu'à l'envie folle de la repousser de toutes mes forces. Plus tard, pendant les rafraîchissements après la course, j'ai remarqué Julien et Camille se tenant un peu à l'écart, discutant doucement. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais ils souriaient comme s'ils n'avaient pas un seul souci au monde. J'ai regardé Camille tendre la main et ajuster le dossard de Julien, sa main s'attardant un peu trop longtemps sur son torse. C'était tellement flagrant. J'avais l'impression que j'allais exploser. Me prenait-il pour une idiote? Pensait-il que je ne remarquerais rien? Quand Julien est venu me voir quelques minutes plus tard, je me suis forcé à agir normalement. Bonne course, a-t-il dit en se penchant pour m'embrasser le front. Le geste m'a semblé si faux qu'il m'a donné la chair de poule. Ouais, Camille et toi aviez l'air de bien vous amuser aussi, ai-je répondu, en essayant de garder un ton neutre. Il a juste souri et a dit, elle était super, n'est-ce pas? Elle a travaillé si dur sur cet événement. J'avais envie de hurler. Bien sûr que oui, Julien, elle travaille si dur à tout, y compris à détruire notre mariage. Le reste de la journée s'est passé comme dans un brouillard. J'ai passé la majeure partie de mon temps à m'occuper, aidant Camille à ranger et discutant avec d'autres bénévoles. Je ne me faisais pas confiance pour rester trop longtemps près de Julien et Camille car je savais que je finirais par dire quelque chose que je n'étais pas encore prête à révéler. À un moment, Camille est venue me remercier d'être présente. Ça compte tellement pour moi que tu sois là, a-t-elle dit, en me regardant avec ses grands yeux pleins de fausseté. J'ai souri en retour et j'ai dit, bien sûr, je ferai n'importe quoi pour toi. Les mots avaient le goût du poison dans ma bouche. À la fin de la journée, j'étais émotionnellement épuisé. Les regarder ensemble, voir comment ils agissaient comme si de rien n'était, c'était épuisant. Mais cela me donnait aussi de la force. S'ils pensaient pouvoir continuer à s'en tirer de la sorte, ils se trompaient lourdement. Le mariage de Camille et Maxime approchait à grands pas, dans quelques semaines, et j'ai réalisé que c'était l'occasion parfaite pour les démasquer. Pour planter le décor, le mariage de Camille était un événement majeur. Elle le planifiait depuis des mois et, comme elle est organisatrice de mariage de profession, elle a fait les choses en grand. C'était dans un magnifique domaine en plein air, tente blanche, guirlandes lumineuses, toute l'ambiance parfaite digne d'un conte de fées. Tout le monde était là, la famille, les amis, les collègues,
et même des membres de la famille éloignés de Maxime qui étaient venus de province. La pression pour que la journée soit impeccable était immense, et j'étais en plein milieu de tout ça en tant que témoin. Dans les jours précédant le mariage, j'avais beaucoup hésité sur la façon dont je voulais gérer la situation. Je savais que je ne pouvais pas simplement assister à la cérémonie et faire comme si tout allait bien. L'idée que Camille et Julien se tiennent là, souriant et riant comme s'ils n'avaient pas passé les 2 dernières années à me trahir, était au-dessus de mes forces. Mais je ne voulais pas non plus faire une scène juste pour le plaisir de faire une scène. Je voulais m'assurer que la vérité éclate d'une manière qu'ils ne pourraient pas nier ou noyer sous les excuses. Le matin du mariage, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. J'avais passé le mois précédent à préparer tout ce dont j'avais besoin, ressassant chaque détail dans ma tête encore et encore. J'avais les captures d'écran, les messages, les photos, tout était soigneusement enregistré et organisé sur mon téléphone. Je ne savais pas exactement comment la journée allait se dérouler, mais j'étais prête à affronter tout ce qui se présenterait. La première partie de la journée s'est passée comme on s'y attend. J'ai aidé Camille à se préparer, m'assurant que sa robe était parfaite et que son maquillage était impeccable. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire, me tenir là et jouer la sœur d'un soutien sans faille pendant qu'elle s'extasiait sur son impatience d'épouser Maxime. À un moment, elle m'a même pris les mains et m'a dit « Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi, Chloé. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse rêver d'avoir. » J'avais envie de lui rire au nez, mais à la place, j'ai juste souri et j'ai dit « Je ferai n'importe quoi pour toi. » Julien est arrivé environ 1 heure avant la cérémonie, très élégant dans son costume. Quand il m'a vu, il m'a fait ce sourire chaleureux et affectueux, comme si nous étions toujours le couple heureux que tout le monde croyait voir. Cela m'a retourné l'estomac. Il a passé la majeure partie du temps avant la cérémonie à tourner autour de Camille, vérifiant les petits détails et s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Pour n'importe qui d'autre, il avait probablement juste l'air d'être un bon beau-frère, mais moi, je savais ce qu'il en était. La cérémonie en elle-même était magnifique. Je dois bien leur accorder ça. Camille était éblouissante dans sa robe, et Maxime ne pouvait s'empêcher de sourire pendant qu'elle remontait l'allée. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un pincement de culpabilité, comme si j'allais peut-être gâcher quelque chose qui n'avait pas lieu de l'être. Mais ensuite, je me suis souvenu de tous les mensonges, des cachotteries, des nuits passées à pleurer pendant qu'ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Cette culpabilité a disparu très vite. Quand la réception a commencé, j'ai su que mon moment approchait. En tant que témoin, on s'attendait à ce que je fasse un discours. C'était l'occasion rêvée, et je n'allais pas la gâcher. J'avais passé des semaines à réfléchir à ce que je voulais dire et à la façon dont je voulais le formuler. Mon but n'était pas seulement de les démasquer. C'était de m'assurer que tout le monde sache exactement qui ils étaient et ce qu'ils avaient fait. Quand est venu le moment des discours, je me suis levé avec ma coupe de jus de pomme pétillant et j'ai pris une grande inspiration. Le silence s'est fait dans la salle, tous les regards étaient braqués sur moi. Camille était assise à la table d'honneur avec Maxime, rayonnante et totalement ignorante de ce qui allait se passer. Julien était à quelques chaises de là, me regardant avec un sourire fier qui m'a donné envie de lui jeter mon verre à la figure. J'aimerais commencer par remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, ai-je commencé en gardant un ton léger et joyeux. Camille et Maxime, cette journée est absolument magnifique, et il est clair que vous avez tous les deux mis beaucoup d'amour et d'efforts pour la rendre parfaite. Il y a eu des murmures d'approbation dans l'assistance, et je pouvais voir Camille rayonner, pensant probablement qu'il s'agirait d'un doux hommage larmoyant. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En tant que sœur de Camille, j'ai eu le privilège de la voir devenir la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui, ai-je poursuivi. Et en tant que témoin, j'ai eu l'honneur de l'aider à organiser cette incroyable célébration de l'amour. Mais ce que j'ai aussi eu, ai-je dit, la voix ferme alors que je glissais la main dans ma poche pour sortir mon téléphone. C'est d'être aux premières loges d'une facette très différente de l'histoire. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. Le sourire de Camille s'est figé sur son visage, et j'ai pu voir Julien bouger inconfortablement sur sa chaise. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai affiché un fichier que j'avais sauvegardé, un fil de discussion entre Camille et Julien. Je l'ai tenu en l'air pour que tout le monde puisse le voir. Au cours des derniers mois, j'ai découvert certaines choses sur Camille et mon mari, Julien, ai-je dit, la voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Des choses qui vont bien au-delà de ce que quiconque ici pourrait imaginer. Comme ce message de Camille à Julien, envoyé il y a 2 nuits. Je l'ai lu à haute voix, j'ai hâte de te voir demain.
Tu seras toujours mon préféré. Des halètements ont résonné dans la pièce et j'entendais des gens chuchoter. Camille a essayé de se lever, le visage pâle, mais Maxime a tendu la main et a attrapé son bras, la maintenant assise. Julien a commencé à dire quelque chose, essayant probablement de m'arrêter, mais j'ai levé la main pour le faire taire. Ou bien celui-ci, ai-je dit en faisant défiler l'écran vers une autre capture. Elle finit tard jeudi. Alors, viens à la maison à ce moment-là. Je te préparerai ton plat préféré. J'ai regardé directement Camille en ajoutant, ça a été envoyé pendant que j'étais au travail, à me casser le dos pour aider à payer ce mariage, d'ailleurs. À ce moment-là, c'était le chaos total dans la salle. Camille pleurait. Julien essayait de se lever et de s'expliquer. Et Maxime. Maxime avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Il m'a arraché le téléphone des mains et a commencé à faire défiler les messages lui-même. Quand il a levé les yeux vers Camille, son visage était rouge de colère. « C'est vrai ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. Camille n'a pas répondu. Elle est restée assise là, les larmes coulant sur son visage pendant que la salle entière la dévisageait. J'aurais pu en dire plus. J'aurais pu continuer pendant des heures sur toutes les choses que j'avais découvertes, mais je n'en avais pas besoin. La vérité avait éclaté et il n'y avait aucun moyen pour eux de s'en sortir par de belles paroles. Je me suis éloigné du micro et je suis sorti de la salle, laissant le chaos derrière moi. Je suis rentré directement chez moi. Je ne voulais pas rester dans les parages pour assister aux retombées ou écouter leurs excuses. Mon téléphone explosait de SMS et d'appels des membres de la famille, mais j'en ai ignoré la plupart. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça. J'avais dépensé tellement d'énergie à préparer ce moment que je n'avais même pas pensé à ce qui allait suivre. Tout ce que je savais, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le compte-rendu que j'ai eu venait de ma cousine Léa, qui est restée à la réception pour voir comment tout allait se terminer. Ce sont ses mots, pas les miens. Apparemment, dès que je suis sorti, Maxime a pété un plomb. Il a confronté Camille devant tout le monde, exigeant de savoir depuis combien de temps ça durait. Quand elle a été incapable de lui donner une réponse claire, il a jeté sa serviette de table, a dit quelque chose du genre « tu me dégoûtes », et il est parti. Léa m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un marié quitter son propre mariage de cette façon. Julien a essayé de me courir après, mais Léa et 2 de mes autres cousins l'ont arrêté. « Tu en as fait assez », lui a-t-elle dit. Elle a raconté qu'il avait l'air de vouloir se disputer, mais qu'il a fini par rester là comme un idiot pendant que tout le monde le dévisageait. Camille pleurait à chaudes larmes, mais personne n'est vraiment allé la réconforter. Même ses amis les plus proches étaient trop choqués pour dire quoi que ce soit. À la fin de la soirée, les invités ont commencé à partir, et tout l'événement a tout simplement fait un flop. La famille de Maxime était furieuse. Ils avaient payé la majeure partie du mariage, et maintenant le mariage de leur fils s'était terminé avant même d'avoir commencé. Ils ont remballé leurs affaires et ont quitté le domaine sans dire un mot à Camille ni à sa famille. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Ça faisait des semaines que je gardais ces papiers, attendant juste le bon moment. Julien est rentré à la maison ce soir-là avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Il n'a même pas essayé de nier quoi que ce soit. Il s'est juste assis sur le canapé et a dit « Je suppose que tu en as fini avec moi maintenant ». Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je lui ai tendu les papiers et j'ai dit « Signe ça et ensuite tu pourras faire tes affaires et partir ». Il a essayé de s'excuser, mais je l'ai fait taire. « Tu n'as pas le droit de t'excuser », lui ai-je dit. Tu as eu des années pour réfléchir à ce que tu faisais. Il est trop tard maintenant. Julien a déménagé ce week-end-là, et d'après ce que j'ai entendu, il est retourné vivre chez ses parents. Il n'a pas fallu longtemps pour que sa vie professionnelle s'effondre elle aussi. Il travaillait comme directeur marketing pour une entreprise de taille moyenne. Et bien que je ne pensais pas que sa vie personnelle affecterait son travail, j'ai sous-estimé la vitesse à laquelle les rumeurs circulent. L'un des invités du mariage avait filmé une partie de mon discours. Bien sûr qu'ils l'ont fait, et ils l'ont partagé en ligne. Ça n'a pas fait le buzz mondial ou quoi que ce soit, mais ça a circulé dans nos cercles sociaux, et finalement quelqu'un de son entreprise l'a vu. La PDG de l'entreprise, Sophie, est une femme forte et pragmatique qui ne tolère aucun drame de ce genre. Elle a toujours été une fervente défenseuse de l'éthique au travail, et apparemment, lorsqu'elle a découvert ce que Julien avait fait, elle a été écœurée. Selon un ami commun,
Elle l'a convoqué dans son bureau et a dit quelque chose du genre « Je ne peux pas avoir quelqu'un avec votre manque d'intégrité pour représenter cette entreprise ». Elle lui a donné le choix entre démissionner ou être licencié, et il a choisi de démissionner. Bon débarras. Quant à Camille, sa chute a été tout aussi dramatique. Son entreprise d'organisation de mariage reposait énormément sur sa réputation et le bouche à oreille. Une fois que les gens ont découvert ce qu'elle avait fait, les clients ont commencé à annuler leurs réservations à tour de bras. Quelques-uns d'entre eux ont même exigé des remboursements, ce qu'elle n'avait pas les moyens de faire car elle avait déjà dépensé la majeure partie de l'argent. En l'espace d'un mois, elle a dû fermer définitivement son entreprise. Personne ne voulait engager une wedding planner qui avait détruit le mariage de sa propre sœur. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Camille a essayé de me contacter à quelques reprises après que tout ait explosé. Elle m'a envoyé de longs SMS émouvants sur combien elle était désolée et comment elle n'avait jamais voulu que ça arrive. Un message disait « Je ne sais pas comment j'ai pu laisser les choses aller aussi loin. Je me déteste pour ce que je t'ai fait. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais ni l'énergie ni l'envie d'entendre ses excuses. Elle avait fait ses choix et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Mes parents, en revanche, n'ont pas pris parti aussi clairement que je l'aurais souhaité. Ma mère n'arrêtait pas d'essayer d'arranger les choses entre Camille et moi, disant des choses comme « C'est quand même ta sœur et tu regretteras de l'avoir effacée de ta vie. » Je lui ai dit clairement que certaines trahisons sont trop graves pour qu'on puisse en revenir. Mon père, à son crédit, était plus en colère. Il a dit à Camille qu'elle avait jeté la honte sur la famille et lui a dit qu'il ne pouvait même pas la regarder en face pour le moment. C'est probablement ce qui s'est rapproché le plus d'un véritable soutien de la part de l'un d'eux. Maxime et moi ne nous sommes pas beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi le mariage, mais j'ai appris par des amis communs qu'il prévoyait de porter plainte contre Camille. Apparemment, sa famille avait dépensé des milliers d'euros pour le mariage et il n'allait pas la laisser s'en tirer avec tous les cadeaux et l'argent que les gens leur avaient donnés. Je ne connais pas les détails exacts, mais j'ai entendu dire qu'il avait demandé l'annulation du mariage et qu'il travaillait avec un avocat pour récupérer tout ce qu'il pouvait. Une chose qui m'a surprise, c'est le soutien que j'ai reçu de la part d'amis et même de connaissances. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté pour prendre de mes nouvelles après avoir appris ce qui s'était passé. Quelques-uns d'entre eux ont même avoué qu'ils avaient eu de mauvaises expériences avec Camille dans le passé, mais qu'ils n'auraient jamais pensé qu'elle était capable d'une chose pareille. C'était étrange, mais ça m'a aidé de savoir que je n'étais pas aussi seul que je le ressentais. Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais je suis enfin arrivé à un stade où j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Alors, voici où en sont les choses maintenant. Tout d'abord, débarrassons-nous du drame autour de Camille et Julien car, honnêtement, je suis fatigué de penser à eux. Après le scandale, Camille a déménagé dans une autre région. Je ne sais pas exactement où car je l'ai bloqué sur absolument tout, mais d'après les ragots de la famille, elle travaillerait comme réceptionniste dans un petit bureau en Bretagne. On est bien loin de ses heures de gloire en tant qu'organisatrice de mariage, mais je suppose que c'est ce qui arrive quand on brûle tous ces ponts. Mes parents ont toujours du mal avec toute cette situation. Ma mère n'arrive pas à accepter que Camille et moi n'aurons plus jamais de relation. Elle continue d'essayer de me culpabiliser avec des phrases comme « Vous étiez si proches en grandissant » ou « La famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive ». Mon père, heureusement, a été plus compréhensif. Il n'a pas parlé à Camille depuis le mariage et dit qu'il ne sait pas s'il le fera un jour. C'est dur pour eux, mais au bout du compte, ce n'est pas à moi de réparer leur peau cassée. Quant à Julien, sa descente aux enfers a été tout simplement spectaculaire. Après que Sophie, son ancienne patronne, l'ait pratiquement mis à la porte de l'entreprise, il a essayé de trouver un emploi dans une plus petite boîte. Apparemment, sa réputation l'a suivi, car personne ne voulait de lui. J'ai entendu dire qu'il travaillait en freelance pour joindre les deux bouts, mais ça ne se passe pas très bien. Il vit au sous-sol chez ses parents maintenant, et d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas vraiment ravis de cette situation. C'est drôle, il a passé tellement de temps à essayer d'impressionner les gens, et maintenant il est de retour à la case départ avec rien à montrer. Bref, assez parlé d'eux. Parlons de moi. Les premiers mois après tout ça ont été difficiles. J'avais l'impression de basculer constamment entre la colère, la tristesse et tout simplement un épuisement total. J'ai emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville, un petit 2 pièces avec de grandes fenêtres et beaucoup de lumière. Ce n'est pas luxueux, mais c'est un nouveau départ. Je me suis débarrassé de presque tout ce qui me rappelait Julien,
ce qui m'a procuré beaucoup plus de satisfaction que je ne l'aurais cru. Il y a quelque chose de tellement libérateur dans le fait de créer un espace qui n'appartient qu'à soi. Le travail est devenu mon sanctuaire. J'ai commencé à prendre en charge plus de projets, à me plonger dans des choses que je repoussais depuis des années. Mon patron l'a remarqué et m'a même proposé une promotion, ce qui a été une sensation incroyable. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Il ne s'agissait pas seulement de rester occupé. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je pouvais m'épanouir seul. Et puis il y a Maxime. Je n'étais pas sûr que nous resterions en contact après le mariage, mais d'une manière ou d'une autre, nous l'avons fait. Ça a commencé par quelques textos amicaux pour prendre des nouvelles, partager des informations sur les retombées de l'affaire, ce genre de choses. Nous avons tissé des liens autour de notre misère commune. Mais ce n'était pas que ça. Nous nous faisions aussi rire mutuellement, ce qui m'a semblé être une bouée de sauvetage dans une période si sombre. Notre première vraie rencontre a eu lieu dans un café près de mon appartement. Nous sommes restés assis là pendant des heures à parler de tout, de nos films préférés aux erreurs stupides que nous avions faites dans la vingtaine. C'était naturel, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il n'y avait pas de faux semblants, juste deux personnes qui se comprenaient d'une façon dont la plupart des gens seraient incapables. Au fil du temps, ces rencontres autour d'un café se sont transformées en dîners, et les dîners se sont transformés en quelque chose de plus. Nous sortons ensemble depuis quelques mois maintenant, et je vais être honnête, ça fait peur. La confiance ne s'accorde pas facilement après ce que nous avons tous les deux traversé, mais Maxime le comprend. Il ne me pousse pas à m'ouvrir quand je ne suis pas prête, et je fais de même pour lui. Nous prenons les choses lentement, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens pleine d'espoir pour l'avenir. L'un des moments de guérison les plus inattendus s'est produit lorsque Maxime et moi sommes allés pique-niquer dans un parc. C'était le même parc où Julien et moi avions l'habitude d'aller nous promener, et je l'évitais depuis des mois. Mais y être avec Maxime m'a fait un effet différent, comme si je me réappropriais quelque chose qui m'avait été enlevé. Nous étions assis sur une couverture, mangeant des sandwichs et riant des choses les plus insignifiantes, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je ne dis pas que j'ai pardonné à Camille ou à Julien, mais j'ai laissé de côté mon amertume. Ils ne méritent pas que je leur consacre mon énergie. La thérapie a aidé, aussi. Je n'étais pas sûr de vouloir y aller au début. Ça me semblait un peu trop au livre de développement personnel pour moi, mais ça a tout changé. Mon thérapeute m'a aidé à surmonter la culpabilité, la colère et toutes les émotions complexes qui accompagnent le fait d'être trahi par les personnes en qui on avait le plus confiance. J'ai appris qu'il était normal de fixer des limites, de couper les ponts avec les personnes toxiques, et de faire passer mes propres besoins en premier pour une fois. En y repensant, je crois que la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la guérison n'est pas linéaire. Certains jours, j'ai l'impression d'être sur le toit du monde, et d'autres jours, je vois quelque chose qui me rappelle le passé et ça me met un coup au moral pendant un moment. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que je continue d'avancer. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Honnêtement, je suis au bon endroit. Ma vie n'est pas parfaite, mais j'ai l'impression qu'elle m'appartient à nouveau. J'ai un nouvel appartement, un travail que j'adore, et une relation construite sur la confiance et le respect mutuel. J'ai même commencé à penser à voyager, une chose que j'ai toujours eu envie de faire sans jamais prendre le temps. J'irai peut-être en Italie ou au Japon l'année prochaine. Qui sait? À tous ceux qui me lisent et qui traversent une situation similaire, je veux juste vous dire, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ça va faire mal et ça va être dur, mais vous vous en sortirez. Et quand ce sera le cas, vous réaliserez à quel point vous êtes capable de grandes choses. Ne laissez personne vous dire comment vous devez vous sentir ou comment vous devez guérir. Prenez votre temps et n'ayez pas peur de penser à vous en priorité.